Salut à tous et bienvenue pour ce Phocéen international. On va discuter de l'actualité de l'Olympique de Marseille avec des supporters à travers le monde. Vous allez voir de suite, nous sommes avec Ben qui est en direct de Londres. Salut Ben. Salut tout le monde. Très heureux d'être avec toi. Très heureux aussi d'être avec Sid qui est à Oran. Salut Sid. Salut les gars. Alors messieurs, on aurait dû, soyons complets, on aurait dû aussi être en compagnie de Rémi depuis Melbourne, mais voilà, les autorisations Internet australiennes sont, attention, un peu taciturnes en ce moment. On n'a pas réussi à les contourner, pas réussi à avoir Rémi avec nous. On l'embrasse quand même. Messieurs, c'est la trêve internationale, c'est aussi, on est encore dans les jours et dans les commémorations suite à la disparition de Bernard Tapie, le mythique président de l'Olympique de Marseille. Ben, je sais qu'à Londres, vous avez fait un petit événement, vous avez fait une photo devant, je ne sais plus si c'était Big Ben Tower Bridge. devant le Tower Bridge, ouais, avec un tifo à son effigie. Voilà, qu'est-ce que c'est pour toi Bernard Tapie? Voilà, quand est-ce que tu as commencé à supporter l'OM? Voilà, qu'est-ce que ça représente? C'est Bernard Tapie, moi je vais 4 ans en 93, mais chaque club, je pense, a son personnage mythique intergénérationnel et beaucoup d'entre nous, moi notamment, c'est la passion qui m'a été transmise par mon grand-père marseillais, c'est parti de là, c'était la grande époque de l'OM. Bernard Tapie, que ce soit en faisant venir les super joueurs qu'on avait à l'époque, ou que ce soit en faisant venir les super coachs qu'on a eu surtout pendant ces années-là, c'est quand même l'architecte de ce grand succès en 93. Donc je peux limite dire, je pense pas que ça allait trop loin de dire Bernard Tapie, c'est l'homme qui a fait de l'OM le club qui a été sur le toit de l'Europe en France. Ben, question très bête. C'est quoi pour toi le plus grand coup de Bernard Tapie à l'OM? Si je mets ma casquette britannique, tiens, pendant vu qu'on est au OM Londres, on va faire un petit coup britannique. C'est vrai qu'il va chercher Chris Waddle à un moment où il était un peu décrié, personne n'y croyait plus trop à Chris Waddle en sélection anglaise et puis dans le championnat anglais, il jouait pas pour un énorme club non plus. Et puis bon, je pense Chris Waddle, il le prend, il voit quelque chose en lui, et puis il le relance et Chris Waddle, c'est devenu une icône. Je pense que c'est l'icône britannique pour tous les supporters britanniques en Angleterre qui connaissent l'OM. C'est la première personne à qui ils pensent quand tu leur parles de l'OM, c'est lui. Bien sûr. Alors, petite anecdote, tiens, puisque on reste sur le domaine de l'Angleterre. Sache que un jour, Bernard Tapie, du coup, fort du succès de Chris Waddle, discute avec l'international anglais et lui dit: est-ce que tu penses qu'il y a un autre joueur de ta sélection? Et Waddle lui dit: il y a vraiment un joueur, je pense, chez nous qui est fait pour jouer à Marseille, qui a un tempérament de feu et qui dynamiterait le milieu de terrain. Je ne sais pas si tu vois de qui je veux parler, d'une autre légende qui s'appelle Paul Gascogne. Et il dit voilà, Oui. il faut vraiment, et Waddle commence à tanner Tapie en lui disant: il faut vraiment recruter Paul Gascogne à l'OM, ça peut être exceptionnel. Donc Tapie se dit pourquoi pas. Ils organisent un repas dans un restaurant un peu chic. Et Tapie arrive en retard. Waddle était à table. Waddle essayait de faire l'entremise, donc arrive avec Tapie. Gascogne, lui, était à table. Et en fait, à côté, il y avait un pot en terre avec une immense plante. Et Gascogne, c'est Paul Gascogne, il avait faim. Donc il a commencé à manger un peu la terre qu'il y avait dans le pot de fleurs juste à côté. Donc Tapie est arrivé, il a vu ce mec en train de manger la terre du pot de fleurs dans le restaurant. Il s'est dit bon, voilà, c'est gentil, mais ça ne va pas pouvoir le faire pour l'Olympique de Marseille. Et voilà, il n'y a même pas eu de contact. C'est pas aller au-delà de cette vision-là pour Paul Gascogne, qui a fait derrière, bien sûr, les beaux jours notamment de Tottenham en Angleterre. Sid, toi, Bernard Tapie, c'est quoi? Ça représente quoi? Bernard Tapie, c'est lui qui m'a transmis l'amour de l'OM, tout simplement. C'était en 90, 91, c'était les premières années où on captait l'échelle française. Et il n'y avait que ça, il n'y avait que l'OM. Vous voyez, les Francis Colu, la grande épopée de 91, la main de Vava, le 93, c'est pour ça qu'on est amoureux de l'OM et c'est vraiment grâce à lui. Sinon, je sais pas,
Je sais pas quel club j'aurais suivi, mais à cette époque-là, c'était l'OM sur toutes les chaînes françaises. Et j'étais obligé d'aimer cet OM. Sid, Et c'est grave grâce à l'OM. Oui. je vais te poser la même question que Ben. Dis-moi, pour toi, qu'est-ce que le plus grand coup, quel est le plus grand coup de Bernard Tapie à l'OM? Sincèrement, pour moi, c'était lui le grand coup. Tout son aura, toute son histoire. Est-ce qu'on peut citer un joueur parmi tous les joueurs qui ont joué à l'OM à l'époque de Bernard Tapie? Moi, je ne peux pas en citer un. Surtout l'équipe de 93, où, lors de la finale, on n'était pas fort par rapport au Milan AC, mais on avait un groupe qui l'a construit, qui, avec les deux Saïd, avec les Boli, les Deschamps. Moi, sincèrement, pour moi, le grand coup pour l'OM, c'était Bernard Tapie. Et oui, tu fais bien de le rappeler sur cette équipe de 93 parce que c'est ce que j'avais eu l'occasion de dire sur un récent talk show. Je pense qu'on aurait fait pas mal d'émissions où on l'aurait découpé sur la vente de Waddle, de Papin notamment au Mercato 92. Et on se dit, mais où va cette équipe? On perd nos deux meilleurs joueurs, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Et au final, tu as fait une équipe peut-être moins clinquante, mais plus cohérente avec Rudy Voller, avec l'éclosion d'Alen Boksic. Et tu es allé chercher ce titre. On est tous allés chercher ce titre de champion d'Europe en 1993. On parle de Bernard Tapie, on parle aussi, messieurs, de Jorge Sampaoli, le nouveau coach olympique de Marseille. Je ne vous ai pas entendu cette saison sur ce que vous pensez du coach. Il y a eu des matchs où on s'est vraiment régalé, il y a des matchs où on s'est un peu plus inquiété contre Lille. Vous placez le curseur où, vous, là-dedans? Sid, on commence par toi. Moi, je suis pas un adepte des entraîneurs fous qui font n'importe quoi. Moi, je suis pas un adepte de Bielsa, par exemple, parce que je ne sais pas pourquoi il est adoubé autant, Bielsa, alors qu'il n'a rien foutu. Il a fini quatrième, comme beaucoup d'autres entraîneurs, qu'on qu'on estime faible par rapport à l'OM. Euh, c'est un système de jeu où on se régale contre les équipes faibles. Les équipes du même niveau, on s'en sort pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, euh, c'est un raisonnement qu'on a eu aussi, notamment ce que nous dit Sébastien Volpe Oui, récemment. contre Dijon, c'est simple, on va se régaler contre Dijon, contre Troyes, contre, je sais pas, Guingamp en Coupe de France. Mais quand tu as Lille, tu as Paris, tu as Lyon, tu vas prendre une raclée, comme on l'a vécu avec Bielsa. Avec Bielsa, on ne gagnait pas les grands matchs. On faisait du spectacle, mais on ne gagnait pas de grands matchs et on n'est pas allé en Ligue des Champions. Et c'est la même chose. Un entraîneur qui stimule, le groupe par des cris, par de la folie, c'est pas ça l'entraîneur. Un entraîneur comme, je dirais, comme Gothals, il était calme sur le banc, c'est vrai ou pas? Il s'énervait des fois, mais on sentait de la sérénité chez lui. Oui, notons quand même, par rapport à ce que tu dis sur les grands matchs pas gagnés avec Bielsa, bon, il y a le match gagné contre Monaco au Vélodrome et puis le match contre Lyon. Je suis obligé d'y faire référence, mais l'aller comme le retour, peut-être qu'avec un arbitrage normal, l'OM aurait gagné Non, les ces gars, rencontres. juste, moi j'ai été choqué lors du match aller, je crois, à Gerland. J'ai été choqué. 20 minutes de jeu, il y avait Djadjedje qui demandait qu'est-ce qu'il devait faire. C'est pas normal. Vous voyez? Ça, Est-ce que vous avez en tête cette image? ça s'est passé Il sur est allé, d'autres rencontres. Et effectivement, moi j'ai un souvenir de Lemina qui, voilà, pareil, demandait contre Paris ce qu'il devait faire. avec un système de 3-3-3, n'invente rien en football. J'espère qu'on aura un entraîneur normal avec cette équipe. On va avoir des résultats. Désolé, Rémi, tiens. je suis très remonté. Non, mais pas de souci ici. Je crois qu'on a récupéré Rémi. Finalement, l'Australie nous l'a bien laissé avec nous. Rémi, ça va? Ça va et toi? Ouais, j'ai été kidnappé Ah, par des kangourous. Désolé pour le retard, les gars. super. Merci pour la patience. Bon, ben écoute, la technique, on a fini par avoir raison d'elle. Dis-nous, on a démarré en parlant de Bernard Tapie. Dis-nous, tiens, quel est pour toi le plus grand coup de Bernard Tapie à l'OM? Le plus grand coup de Bernard à l'OM, je vais pas être original, mais c'est évidemment cette finale de 93. C'est aussi ce Tu veux dire la mercato manière de la qu'il a. préparer, c'est ça? Parce que c'est vrai qu'il y avait eu la préparation où
où c'était détente, Waddle les avait rejoints, enfin, ça leur avait enlevé la pression finalement. C'était la manière de la préparer, c'était tout ce qu'il y avait autour de cette finale. Bon, on en a beaucoup reparlé ces derniers jours, mais l'anecdote par rapport à la sortie éventuelle de Basile Boli pendant le match, où c'est lui qui a mis son veto et puis il est resté. Non, c'était assez énorme. Et puis c'était pour tout passionné de l'OM, qu'on habite Marseille ou qu'on habite à l'autre bout de la planète comme moi, Bernard Tapie symbolisait l'OM. C'était l'OM tout simplement. Et comme à sa manière aussi, permets-moi de faire un petit hommage, René qu'on a perdu récemment, symbolisait l'OM et c'était pour nous aussi une facilité quand on est très loin on pouvait s'identifier à ces gens-là même si c'était très différent. C'est ça qui était extraordinaire pour nous. Rémi, sans transition, Sampaoli, tu en penses quoi? Alors Sampaoli, j'avais quelques doutes avant parce qu'on connaît sa folie. Il m'a fait kiffer complètement les matchs en début de saison, même si, tu vois, par exemple, le match contre Bordeaux, c'était la folie à la mi-temps et puis après, on s'est fait reprendre. Mais il y avait une espèce d'envie, une espèce de hargne, tout le monde se battait et puis il y avait un déséquilibre, mais qui n'était pas non plus complètement exagéré. En revanche, bon, je veux pas l'accabler parce que c'est un match et j'espère que ça lui servira de leçon, mais le dernier match qu'on a fait contre Lille, là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il est allé chercher dans la caricature de lui-même, tu vois. Je vais pas le refaire, on l'a tous vu, mais mettre Luan Pérez en piston gauche, c'était un non-sens. Toutes ces choses-là, tu vois, je pense qu'il allait un peu dans la caricature, remettre Caleta-Car alors que finalement, qu'est-ce qu'on a reproché à Alvaro sur le début de saison? Rien. Donc, moi, je suis toujours optimiste. Je pense juste que peut-être qu'il allait un petit peu trop loin et il n'est pas plus con qu'un autre. Il va s'en apercevoir et puis il va revenir toujours avec son déséquilibre, mais un peu plus de schéma classique, on va dire. Ben, c'est ton avis aussi. Tu te dis que voilà, Lille, ça va servir pour avoir à nouveau des matchs comme à Monaco? Il faut. Moi, pour Sampaoli, je pense qu'il y a une certaine logique quand tu vois la transition de pouvoir qui se fait l'an dernier, Longoria qui devient président, tu vois le mercato qu'on fait avec beaucoup de jeunes joueurs intégrés. Le projet, clairement, Franck McCourt, il veut récupérer un peu de sous, mais aussi l'OM doit devenir un club qui forme les joueurs, qui est attractif. Donc, le fait de mettre Sampaoli, de le prendre l'an dernier pour que les joueurs présents intègrent un peu son système et sa folie et ses méthodes. Tu rajoutes là 10 nouveaux joueurs, je pense qu'on est surtout dans le hangover, comme on dit en anglais, le fait d'intégrer autant de nouveaux en même temps. Arrive un moment, ça laisse voir qu'il y a des incohérences et des manques d'automatisme. Et en plus à ça, tu rajoutes un système un peu compliqué. Ça va aider, mais le but premier de Sampaoli, et on va pas s'en plaindre, les gars, je vous entends, il y a des systèmes un peu incohérents, un peu frustrants. Voilà, on passe d'André Villas-Boas, Rudy Garcia, où ça jouait super défensif, on se crée 2-3 occasions par match. Si vous vous souvenez, l'an dernier, on va à Strasbourg. C'est un des pires matchs de football qu'on ait vu, je pense tous. Et là, on joue l'attaque, ça va gonfler la valeur marchande des joueurs. Cependant, il faut que Sampaoli, effectivement, comme a dit Rémi, je pense qu'arrive un moment, il va falloir qu'il remette les pieds sur terre et qu'ils se rendent compte qu'on joue moins compliqué, qu'on joue plus simple, qu'on n'a pas toujours besoin de construire depuis le derrière, surtout quand on mène ou quand on est en difficulté. Il faut réduire un peu la prise de risque un peu débordante. Ce n'est pas nécessaire tout le temps. Et je pense qu'il va trouver les ingrédients. Mais Rémi, comme tu as dit, je pense que surtout le début des problèmes, c'est venu depuis le match contre Angers notamment, où on commence à faire un turnover un peu incompréhensible sur ce match-là. Il change beaucoup de joueurs. Quand tu as un système compliqué comme ça, il faut laisser les mecs en place, les titulaires, fatigués, pas fatigués. Il faut quand même que tu aies un noyau dur de mecs qui comprennent ce système, qui puissent l'appliquer à tous les matchs. Et là, depuis ce match-là, il change 2-3 joueurs par match, et c'est là qu'on voit les incohérences un peu, des Lirola à gauche, des gens qui ouais, essayer de mettre les mecs à leur poste aussi, c'est clair. Voilà. Mais je pense qu'il va se remettre en question. Vas-y, Sid. Ben, est-ce que je peux poser une question? Est-ce qu'on préfère, autant que supporter, moi, je suis un adepte des résultats. Moi, je j'aime pas regarder un bon match où on perd ou on fait match nul. Je préfère de loin un mauvais match et on gagne. Moi, je préfère de loin un Boas qui me fait, on a une bonne saison avec lui, on termine deuxième, qu'un match fou
contre 3 et on prend une raclée contre le même niveau que nous. Et je suis sûr que tu peux trouver un juste milieu. Ouais, c'est le débat classique de est-ce qu'on préfère le résultat, est-ce qu'on préfère le jeu flamboyant, même si on perd avec la gloire un peu. Tout le monde va répondre différemment. Oui, effectivement, si la solution c'est de trouver un terrain d'entente entre ces deux choses-là, ça sera pas possible à chaque match. Et c'est ça qu'il faut qu'ils se rendent compte, c'est qu'il faut aussi être capable de gagner en jouant mal ou de gagner sans avoir 10 occasions de frappe dans le match. Il faut être capable de juste enchaîner des résultats parce que la confiance viendra ainsi. Et la cohérence viendra, et je pense que ça va marcher. On verra, mais si tu regardes bien, c'est ce qu'on a eu en début de saison. C'est ça. Et puis après, ça a eu cette caricature. Donc, je pense que s'il revient un petit peu à l'état d'esprit de début de saison et à l'organisation de début de saison, ça ira. Ouais, on verra, on l'espère en tout cas, les gars, pour l'Olympique de Marseille, évidemment, que ça allie résultats et beau jeu, parce que quelque part, et c'est intimement lié, hein, puisque quand on est en confiance après une série de bons résultats, on se met à mieux jouer, hasard ou coïncidence. C'est écrit, hein, c'est droit au but l'OM, c'est ça, et c'est ça qu'on retrouve avec lui, quoi. On l'espère. En tout cas, on finit cette émission. Je vous laisse la parole une nouvelle fois, messieurs, mais si vous avez envie de partir sur un tout autre sujet, vous pouvez totalement. Ben, on démarre par toi. Tiens, tu l'avais. Juste pour souligner, je pense, c'est super déjà qu'on se retrouve tous, les fan clubs internationaux. En dehors de tout ça, on est beaucoup en contact avec tous les groupes, hein, on a un groupe WhatsApp, tout le monde participe. Et ça a permis, je veux juste remercier notamment Renan de Dubaï qui a coordonné tous les hommages internationaux que vous allez voir contre l'Orient. Je pense que le club va diffuser certaines actions que tous les groupes internationaux ont pris. Renan a tout coordonné, donc bravo à lui. Et bravo à Jérémy Sauron aussi, le coordinateur international de l'OM. Et on sent un nouvel élan vraiment de la direction. On sent que Pablo Longoria, il a compris où il a mis les pieds. Et je voulais juste souligner ce renouveau au niveau de l'image que l'OM donne, l'image que l'OM dégage du point de vue de sa direction. Je trouve qu'ils sont très, très, très exemplaires et qu'il faut que ça continue comme ça. Et nous, à l'international, on s'y retrouve et on retrouve notre OM et continuer à porter haut nos couleurs. Ok, très bien. Merci beaucoup. Rémi ? Ouais, écoute, moi j'ai récemment bougé. Je suis passé de la Suisse à l'Australie. Donc je faisais partie au départ du groupe OM Nation Lausanne qui, suite aux événements de la commanderie d'il y a presque un an, on était devenu Massilia Helvetia. Et puis donc je les salue bien. Et en arrivant à Melbourne en juin, j'ai intégré le groupe olympien Australie. On a fait un petit hommage au boss hier. On s'est réunis, malgré le confinement, on n'avait pas trop le droit, mais on s'est réunis dans un parc de Melbourne avec une grande bâche et des drapeaux. Et on a fait une petite action comme ça, symbolique aussi, pour montrer qu'on est là. Et voilà, quoi. Ici, nous, pour vous donner une idée, les matchs, on les voit à 5 heures du matin, à 3 heures du matin, des fois à 6 heures. Mais il n'y a rien à faire, on se lève. Hein. On a toujours envie. Et puis voilà, donc je salue bien tous les collègues, que ce soit pour l'Australie, la Suisse, et puis tout le monde qui nous regarde. Et encore merci de nous donner la parole sur ce genre d'émission, Romain. Et puis aussi en Algérie, donc avec Sid, je vais te laisser conclure cette émission, Sid. Voilà. Moi, je souhaite vraiment à notre club un investisseur à la hauteur de l'OM. Ça me fait du mal quand je vois Newcastle racheter des clubs moins prestigieux que le nôtre, rachetés par des gens qui vont mettre le paquet. J'en ai marre de chaque saison, chaque mercato, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens, on est l'OM. Sid, oui. Je te coupe juste. Est-ce que cette frustration que tu as, elle t'a pas été mise dans la tête par des gens qui t'ont dit que l'OM pouvait être racheté par des milliardaires et compagnie, alors qu'en fait, les milliardaires, ce qui les intéresse, c'est la Première Ligue, c'est avoir une place en Première Ligue, là où tu retrouves d'autres milliardaires comme Abramovich, comme Stan Kroenke, comme les mecs aussi, comme les Glazers, comme voilà. Est-ce qu'on ne nous a pas mis dans la tête que l'OM pouvait être racheté, donc du coup, quand on voit Newcastle, on a une frustration? C'est une question. Non, mais le Qatar avec les autres, je peux même pas prononcer leur nom. Oui, mais les autres, c'est la capitale de la France. Ils ont aussi acheté une partie des Champs-Élysées. Ils ont acheté, voilà, ils n'ont pas acheté que le PSG, quoi.
Marseille n'est pas Dijon non plus. Je parle de la ville. Hein. Marseille, c'est une très belle ville, c'est une grande ville, elle est métropolitaine, elle est tout ce que tu veux. Marseille, c'est Marseille. Ce qu'elle dégage, l'aura de l'OM, tu auras des retombées où tu ne les auras jamais sur Paris, même si tu fais des affaires. Après, est-ce que c'est vrai ou pas Macour n'est pas vendeur. J'espère que c'est pas vrai. J'espère que c'est pas vrai. Et moi, j'ai cru en Macron parce que les supporters de l'OM, avec son poste de président, j'étais très 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 confiant avec les rumeurs du mec Vazarian, je sais pas, qui a vendu l'OM 100 fois. J'y croyais, j'y croyais. Et moi, je m'imagine avec des investisseurs arabes, chinois, anglais, je m'en fous moi, avec une équipe, pourquoi pas nous, Messi. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui. Et avec notre histoire et avec notre peuple et notre public, on l'aura la deuxième. Contrairement à eux, on a Bamba Dieng quand même. Hein? Quoi? On a Bamba Dieng quand même. Oui, bien sûr. Peut-être ça vaudra de l'argent après 2-3 ans. Hein? Eh ben, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. En tout cas, ouais, effectivement, c'est peut-être pour l'instant le meilleur moyen d'avoir des stars, c'est peut-être de privilégier des jeunes et qui deviennent et qui explosent à l'Olympique de Marseille. Vous me faites, messieurs, un parfait parallèle avec le début de l'émission et Bernard Tapie qui a recruté des joueurs qui sont devenus stars avec l'Olympique de Marseille. Et c'est peut-être aussi ça la réalité de ce club. Merci de nous avoir suivis. Si j'ai oublié, si je peux juste saluer un de nos membres, Loïc, qui traverse une période un peu difficile, et je lui passe le bonjour. Et il a beaucoup de soutien sur Twitter de beaucoup de fans de l'OM, donc merci à vous tous. Eh bien, il a le nôtre aussi, voilà Loïc, on est avec toi. Si on peut aider à quoi que ce soit, n'hésite pas. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très vite pour un prochain Phocéen International. Merci à vous. Merci.